RugbyPack, vous pouvez vous aussi réagir avec le hashtag RugbyPack, #RugbyPack pour parler français. Si vous aussi vous avez un avis à donner sur cette émission et son contenu, nous allons démarrer pour ce qui nous concerne cette émission avec la crème du rugby à 13 européen, c'est la Super League. Messieurs, le moins que l'on puisse dire, nos chers experts seront certainement ravis de nous donner leur avis tout à l'heure, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la saison des Dragons catalans en Super League a très mal commencé. Alors une avalanche de blessures, bien sûr, des résultats décevants. Le club de Perpignan nous a beaucoup inquiétés autour de cette table, et la dernière défaite à Wakefield a plongé le club dans une sorte de mini-crise qui a laissé des traces. Je vous propose de revenir sur une semaine de turbulence avec Julien Geneste. Les Dragons ont peut-être mal choisi leur saison pour faire une crise. À la fin de cet exercice, 2 équipes disparaîtront de l'élite de la Super League. Pour le moment, les Catalans enchaînent les défaites après celle à domicile face à Leeds il y a 2 semaines. Le week-end dernier a été marqué par un cinglant revers à Wakefield, concurrent direct pour le maintien. Une 4e défaite de rang, mais plus que tout, c'est la manière qui a laissé des traces. 9 essais encaissés, une défense apathique et à l'arrivée, un score lourd, 56-14, plus de 50 points encaissés. Ce qui plonge les Dragons au fond du classement. Il n'en fallait pas tant pour que le président Gouache ne tape du poing sur la table. Ce n'est pas une défaite, c'est une incroyable déconvenue. C'est boire le calice jusqu'à la lie. Nous sommes au fond du trou. Passé ce petit recadrage, les décisions suivent. Pour préparer le match à Saint-Helens, pas question de rester une semaine en Angleterre, ce qui était prévu. Mais un retour à Perpignan, les Dragons s'entraîneront à la maison. Avant cela, place au président Gouache, acte 2. Réunion de crise à la descente d'avion et une autre déclaration fracassante. Je préfère prendre 40 points avec les jeunes qu'avec des voyous. Selon lui, certains joueurs ne sont pas ou plus haut niveau. Il va falloir faire le tri entre ceux qui ont le mental, qui ont envie de mouiller le maillot, et ceux qui pensent qu'ils sont à Perpignan, en semi-retraite, au Club Med. 2 joueurs sont dans le viseur. Jamal Fakir est envoyé finir la saison avec la réserve en Élite 1. Lui prend le contre-pied et décide de stopper sa carrière momentanément. Brent Webb, l'arrière néo-zélandais qui a très peu joué depuis son arrivée l'an passé, est lui sur la sellette. Après les paroles et les actes, place au terrain, 2 joueurs en moins, une liste d'absents qui ne désemplit pas. Difficile de préparer le déplacement à Sainte-Hélène dans de bonnes conditions. Si Thomas Bosque et Michael Simon sont de retour, Duport, Duro, Milord, Pomeroy, Cardas, Maria et Yann Anderson sont toujours blessés. Elima, Louis Anderson et Bousquet sont suspendus. Du sang neuf doit être injecté une nouvelle fois par Laurent Fressinous pour le déplacement à Saint-Helens. Godwin Springer est reconduit dans le groupe. Maxime Simone fait lui sa première apparition. Mais face à une équipe qui compte 4 victoires en 4 matchs, la trajectoire opposée de celle des Dragons, on sait bien chez les Catalans que la tâche s'annonce rude. Le début de partie est forcément délicat pour des Catalans émoussés. La première période est à sens unique. Chaque erreur des Dragons est payée comptant. Josh Jones puis Mackinson par 2 fois ainsi que Jordan Turner permettent aux Saints de prendre rapidement le contrôle de la rencontre. 24-0. 4 essais qui vont sceller le sort de la partie. Pourtant, Benjamin Garcia et Éloi Pellissier vont permettre aux Dragons de tourner à la pause avec un score moins large, 24-12. Un peu plus d'enthousiasme chez les Catalans dans cette rencontre à Langtree Park, où ils avaient été couronnés de succès lors de leurs 2 dernières visites. Ce ne sera pas le cas cette fois. Les Saints se vont ajouter 3 essais en seconde période par Laurie McCarthy-Scarsbrook, Lance Oaya et Adam Swift. Cela fait donc 7 essais encaissés à l'arrivée. Le doublé de l'Australien débarqué cet hiver des Roosters, Mike Oldfield, ne changera rien si ce n'est la portée de cette défaite. 40-22, score final, les Dragons enregistrent un 5e revers mais ont changé de visage en une semaine. Réponse ou réaction attendue à Gilbert Brutus le week-end prochain face à Huddersfield. L'objectif, débloquer le compteur de victoire. Eh oui, une 5e défaite qui a laissé des traces et première victime des sanctions du club, Jamal Fakir, qui a décidé de ne pas accepter la proposition de disputer la fin de saison avec l'équipe réserve, avec l'équipe de l'UTC. Et du coup, Jamal Fakir qui a purement et simplement décidé d'arrêter sa carrière. Ce très grand joueur que l'on voit ici, les larmes aux yeux, chantant la Marseillaise avec l'équipe de France il y a encore quelques mois, Louis. Ça a été une surprise pour nous tous et aussi une grande tristesse de voir Jamal partir et quitter le monde du rugby.
Oui, c'est quand même, je trouve un peu quand même fort qu'on responsabilise, on donne l'impression que les errances des Dragons catalans dans ce début de saison sont liées à une personne. Ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il faut comprendre la réaction des dirigeants par rapport au comportement de l'équipe, mais il ne faut pas individualiser le problème. Et cette sanction qu'on peut comprendre vis-à-vis de Jamal Fakir ne doit pas faire croire qu'il est seul responsable, tout comme Webb d'ailleurs, de la situation actuelle des Dragons. Je pense que, ceci dit, voilà, c'est l'interprétation qui peut être faite de cette décision et qui ne correspond pas forcément à toute la réalité de l'ensemble du club. C'est un problème collectif qu'il y a, ce n'est pas un problème individuel d'une seule personne. Vous avez vu dans le sujet de Julien Jeunesse tout à l'heure que cette semaine a été marquée par les déclarations très fortes du président Gouache. On va les revoir là, ce sont des mots très très forts, avec des garçons qui soi-disant ne sont pas totalement concernés par la Super League, 40 points avec les jeunes plutôt qu'avec des voyous. Ce sont des propos qui vous, Eric, est-ce que vous reconnaissez déjà, d'abord, dans cette prise de parole énergique ? Non, c'est violent, comparer des joueurs à des voyous. Bon, après, il est dans son rôle, hein, le président, je pense qu'il veut aiguillonner, il veut mettre un coup de pied un peu peut-être dans les scènes pour que tout le monde se réveille. Après, c'est surprenant d'écarter un joueur comme ça, définitivement, alors que c'est un joueur qui a quand même de grosses qualités et qui, alors, peut-être que ponctuellement, effectivement, il est hors du coup, mais qui dit que dans 3 mois, il ne pourrait pas rendre service et peut-être permettre à cette équipe des Dragons de revenir dans le coup. C'est un peu dommage. La question, en tout cas, Eric et Louis, c'est de savoir si ces mises en garde ont porté leurs fruits. Et bien, regardez les images du match donc, face à Saint-Helens. On a vu avec le résumé de Julien Jeunesse qu'il y a eu du mieux, mais face à la meilleure équipe de la Super League. Parce qu'encore une fois, Saint-Helens est le leader. Nous avons vu tout de même des errances catalanes auxquelles nous sommes habitués, notamment défensivement parlant, parce qu'ils ont encaissé beaucoup de points en très peu de temps, 7 essais en tout et pour tout. Sauf que Louis et Eric, on a vu quand même aussi du mieux. Oui, non, mais le mieux, nous savions que le mieux allait arriver. Bon, je crois que les Dragons catalans ne sont pas une équipe à baisser les bras. C'est une équipe qui a eu un début de saison compliqué, on le savait avant même. C'est peut-être, on peut regretter les 2 points qui n'ont pas été pris à elle, mais la suite de la saison laissait prévoir ce genre de choses. Cet essai, par exemple, Louis, là, a priori, ça paraît difficile de ne pas remettre en cause les qualités défensives de la formation catalane sur ce coup-là. En tout cas, ça signifie qu'il y a un moment dans le match où les garçons ne sont plus dans le coup. Oui, ils sont peut-être plus dans le coup, mais il y a quand même un problème d'organisation collective de la défense. Il y a toujours un joueur qui rate le plaquage, nous verrons tout là, il y en a 6. Oui, non, mais 6, on verra tout à l'heure qu'il y en a 7 qui manquent un plaquage aussi. Donc je crois que ça appartient au jeu, mais surtout, il faut tenir compte de la valeur de l'adversaire. Les Dragons catalans sont tombés sur une équipe qui fait la course en tête, qui est première du championnat, qui joue sur son terrain et qui a connu sensiblement les mêmes problèmes que connaissent les Dragons cette année, c'est-à-dire un début de saison catastrophique à Saint-Helens. L'entraîneur a sauté l'année dernière. On a fait une moitié de saison très compliquée pour les Saints. Et ils sont premiers aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même la dure réalité de cette compétition. Donc il y a de l'espoir. Ça veut dire que l'an prochain, les Dragons peuvent être premiers. Non, mais j'ai toujours espoir. Sur cette action, quand même, il y a des grosses erreurs individuelles. C'est des plaquages, ils l'ont dans les mains. Quoi. Bien sûr. Et là, c'est à un moment donné. Voilà, mais bon, c'est pas Fakir qui a raté les plaquages aujourd'hui. Ça, c'est vrai que vous avez deux débatteurs qui ont 2 points de vue très intéressants, Louis, parce que après ce que vient de nous dire Julien Jeunesse, Eric nous parle d'espoir, mais dans ce même match, justement, face à l'équipe des Saints de Saint-Helens, il y a eu de très belles choses. Regardez, avec des essais marqués par des garçons qui ont du temps de jeu désormais à la faveur des blessures des uns et des autres. Il y a d'abord l'essai marqué par Benjamin Garcia, lui aussi, qui n'était pas titulaire avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde et qui finalement il a été récupéré par le staff et il a fait une bonne Coupe du Monde. On le voit ici avec les Dragons alors qu'il n'était pas dans l'effectif des 25 pour la Super League, c'est lui qui marque. Et puis la satisfaction aussi, Louis, pour Éloi Pélissier qui va marquer un essai de roublard, de talonneur ici. Vous allez voir, feinte de passe devant la ligne. Éloi qui a joué 80 minutes. La défense, là, elle est montée dans les tribunes. Non, mais c'est enthousiasmant de voir ça. Il faut que. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'une équipe qui commence à perdre, que ce soit à 13 ou à 15, on le voit vite, que psychologiquement, ils ont du mal à enchaîner, à encaisser. Après, la moindre erreur, elle se paye cash et on a du mal à se réorganiser. Et alors,
Ce n'est pas le même essai qu'on vous a montré, c'est un essai différent et pourtant il va se conclure de la même manière. Ça aussi c'est la satisfaction. Les Dragons catalans ont trouvé, Louis, un ailier qui va très très vite en la personne de Michael Oldfield, qui est crédité lui aussi d'un, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là, Louis, qu'on vient de voir ces images, mais crédité d'un très bon match après avoir marqué un très bel essai lui aussi face à l'équipe des Rhinos de Leeds. Donc, il y a de l'espoir pour une équipe des Dragons qui avait l'habitude de gagner ses matchs à Saint-Helens. On se souvient, pour se faire du bien, Louis, au cœur, dans des jours qui ne sont pas encore des jours de printemps, justement, de l'époque où les Dragons gagnaient à Saint-Helens, avec chaque fois des actions assez incroyables. Ça, nous sommes nous sommes à la dernière minute, sur la sirène. On a entendu la sirène et regardez, ça c'est la dernière action, les Dragons qui allaient marquer un essai. Ils sont menés au score et regardez cet essai. Regardez cet essai en bout de ligne marqué par Daryl Millard. Le dernier crochet, une action qui a balayé le terrain de gauche à droite. Trent Robinson était à l'époque le coach. Et c'est sur la transformation 32-32 à ce moment-là. Et là, 34-32 pour la transformation en coin décisive de Scott Duro. Ça, c'était il y a encore quelques mois. Bon souvenir, Louis. Oui, c'est de très bons souvenirs, mais imaginez la réaction de Saint-Hélène ce jour-là aussi. C'est sûr, voilà, je suis d'accord. Et ça, Louis, c'était, pardonnez-moi, je vous coupe, c'était en 2012. Exactement. Sauf que l'année suivante, donc en 2013, les Dragons retournent à Saint-Hélène pour un début de saison pas vraiment très très bien pour l'équipe des Saints, justement. Et les Dragons, sur cette dernière offensive, ils menaient 16-12 les Dragons. Ils jettent toute leur force dans la bataille. Il reste 1 minute, les joueurs des Saints. Et sur ce contre, mené par Leon Price, les Dragons allaient marquer l'essai qui allait assurer la victoire. Comme quoi. Ben oui, ça confirme, Rodolphe, nos points de vue, c'est-à-dire que toutes les équipes connaissent des moments compliqués et les Dragons, je pense qu'il ne faut pas accabler les Dragons, il faut tout simplement les aider à sortir de ce moment compliqué parce que le printemps arrive et les résultats aussi. Ça, c'est mon point de vue. Depuis le début, on savait que ce serait difficile le départ, donc on commence à voir un peu le bout du tunnel pour les Dragons. Alors, est-ce que le printemps est synonyme de fin de zone de turbulence, mon cher Louis, mon cher Eric? Eh bien, je ne sais pas, parce que si on regarde le calendrier, eh bien, regardez, à la maison, Huddersfield, ça va être difficile. Un petit voyage à Wigan, de nouveau Widnes à la maison, les Broncos à l'extérieur. Ah, là, il y a peut-être un petit coup à faire. Et puis Hull KR à la maison. Ça ne sera pas simple non plus, Louis, parce que on a vu que Hull KR était particulièrement en forme ce week-end également. Alors, d'autres équipes ce vendredi jouaient gros dans la Super League, à l'image de Wigan, battu 2 fois et qui recevait au DW Stadium une équipe de Hull KR, justement, les Robins, l'équipe des Kingston Rovers, avec un Français dans l'équipe, Kevin Larroyer, une équipe qui restait sur une défaite face à Saint-Helens, et Wigan devait à tout prix gagner devant ses supporters du DW Stadium. Alors, les Cherry and White, dans leur couleur traditionnelle, ouvrent le score avec Ian Thornley, mais l'équipe de Hull KR, Louis, a beaucoup de ressources avec une très très bonne charnière. Oui, une équipe de... Bon, là, c'est l'essai de Bowen sur réception, un essai qui nous rassure sur sa forme. Parce que là aussi, on avait un peu des doutes. Malgré son âge. Voilà. Mais le match a été équilibré parce que Wigan, comme toutes les formations qui perdent leur assurance et se mettent à la faute, donne l'opportunité aux adversaires de placer de bonnes attaques. Et c'est ce qui s'est passé. Donc une première mi-temps compliquée pour l'équipe de Wigan qui allait se rattraper en deuxième mi-temps. Voilà, donc Wigan qui avait besoin lui aussi, qui n'avait pas la sérénité habituelle. Parce que c'est une équipe aussi qui avait une forte pression sur les épaules. Ça vous a plu la montée défensive là, Eric? Oui, mais elle est marrante pour le attaquant finalement, parce qu'il offre l'essai en montant bêtement comme ça, sans réfléchir. Alors là, vous avez vu cette conclusion là dans le couloir de Ben Cockayne. Alors 14-12, c'est un score qui ne pouvait pas satisfaire ses acteurs parce que du coup, Louis, on se dit qu'un match aussi serré pouvait donner lieu à une deuxième période peut-être encore plus étriquée. Eh bien, Wigan, devant son public, a accéléré en deuxième mi-temps. On le voit avec cet essai marqué par Liam Farrell. Voilà, ils ont accéléré dans le secteur offensif et en défense, rien n'est passé puisque l'équipe est restée à 20 points. Oui. Donc ils ont eu la patience d'attendre le dernier quart d'heure pour définitivement casser les ambitions de Hull. Et des ambitions de Hull qu'il faudra là aussi briser, Louis, lorsque ces joueurs des Robins, des Rouges-Gorges, viendront jouer à Perpignan. 30-80, c'est le score final de ce match entre l'équipe de Wigan et l'équipe de Hull. De belles images de rugby, mais aussi des images de fans. Regardez, c'est à Wigan et il y a une pénalité à prendre. Vous allez voir, on est quasiment face au poteau, 26-20.
Il reste peu de temps à jouer. Alors que faire? Pénalité ou pas pénalité pour Wigan? Que fait le capitaine? Eh bien, les enfants, eux, ont la réponse. Ils montrent avec les doigts. 2, disent-ils. Il faut tenter les points de la pénalité. Et comme la vérité sort de la bouche des enfants, eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a tenté la pénalité. Oui, parce que ces enfants calculent. Ils savaient qu'un essai, il fallait mettre son équipe à 2 points de plus que l'adversaire. Donc c'est bien calculé. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est le fils du coach. Il avait l'oreillette. Son père de l'autre côté qui lui disait 2 points. 2 points. Récapitulons les résultats de cette 5e journée de Super League avec, vous allez voir là aussi les victoires surprenante avec Wakefield qui est allé mettre 50 points aux Broncos. La victoire de Warrington, ça c'est important. Warrington qui se relance, les Wolves qui se relancent à Salford. Attention, Salford qui est sur la mauvaise pente. Leeds qui n'a pas fait de détails face à Widnes. Et puis bien sûr la victoire de Wigan face à Hull KR. Bradford Huddersfield, c'est aujourd'hui. Et Castleford face au Hull FC. Également, le classement, le voici. St Helens devant. Leeds, Castleford toujours là, attention, déterminant le match de cet après-midi pour les Tigers, Widnes, Warrington qui se relance, Wakefield, Hull FC et dans la deuxième partie du classement nous allons retrouver les Dragons bien sûr. 12e position. Rappelons Louis que le 13e et 14e, et c'est important, descendront en Championship, c'est-à-dire qu'il y a de la relégation dans l'air. Attention, et c'est la raison pour laquelle nous croisons tous et toutes les doigts. Il est l'heure pour nous de mettre le cap au sud, direction l'autre côté du monde. La NRL ouvrait sa deuxième journée avec une affiche de choix. Les Seagulls de Manly qui recevaient les Rabbitohs de South Sydney. Des Rabbitohs vainqueurs, vous vous souvenez peut-être, du derby de Sydney lors de la journée d'ouverture. Mais Manly, à Gosford, est un adversaire rude, à manœuvrer, même très très rude, même si l'environnement est plutôt propice à la détente. On est tout près de la mer, il y a des palmiers, Louis. Sauf que c'est beaucoup moins pacifique sur la pelouse, où là ça se rentre dedans à grand galop. Oui, effectivement, c'était un match très attendu et surtout les Rabbitohs qui avaient frappé fort en battant l'équipe des Roosters, le champion, pour la première journée de championnat. Donc Manly, battu, finaliste la semaine dernière, avait besoin lui aussi de récupérer le moral et surtout les points de la victoire. Oui, alors 6-0 pour les Seagulls de Manly, menés par Daly Cherry Evans et Kieran Foran pour la charnière. On attendait la réaction, bien sûr, de cette équipe des Rabbitohs. Elle est venue de Sam Burgess, l'inévitable Burgess, qui marque un essai après avoir récupéré ce ballon. Il remet les deux équipes quasiment à égalité, 6-4. Et là, encore un très bon travail de cette ligne de 3/4 où l'on retrouve bien entendu les patrons, avec notamment Greg Inglis ici qui va créer le surnombre. Oui, un très beau redoublement qui crée avec l'arrière intercalé, qui crée le surnombre en bout de ligne et surtout le surnombre qui est exploité. Alors là, Louis, il n'y a pas de débat. C'est un essai qui vous a beaucoup plu, c'est celui d'Ali Cherry Evans et dont à mon avis on reparlera dans cette émission. Alors 12-12, un match encore une fois très serré et là une interception, une longue course. Le soutien va-t-il arriver en temps et en heure? C'est difficile pour le joueur qui se retrouve enfermé, ils sont 4, il est bien pris par la défense. C'était une très très belle occasion, mais dans la continuité vous allez voir que les Seagulls de Manly ont su faire bon usage de cette balle à hauteur de la ligne médiane avec notamment ce départ de Kieran Foran, le demi d'ouverture de l'équipe de Nouvelle-Zélande, l'international kiwi qui joue son tenue. Là, une pénalité. Et là, Louis, les erreurs individuelles des Rabbitohs que l'on avait entrevues en fin de saison dernière vont coûter cher, voire même très cher. Voilà, effectivement, c'est la pénalité concédée pour un ralentissement de tenue qui donne les 2 points précieux, les 2 points de la victoire, puisque l'adversaire qui est là, c'est également celui du chronomètre qui n'arrête pas de tourner. Donc un score étroit, mais qui confirme que Manly est resté maître chez lui. Ouais, et Manly qui reste maître au Blue Tongue Stadium. Louis, vous êtes un maître, je le sais, pour nous tous, mais vous êtes surtout le maître de la palette. Alors qu'avez-vous choisi de nous montrer aujourd'hui sur votre palette magique? Une action, à mon avis, qui nous vient tout droit d'Australie. Oui, elle vient d'Australie, elle vient en particulier de ce match, Rodolphe, parce que dans ce match, on a insisté sur les erreurs de cette équipe des Rabbitohs, donc qui là terminent bien leur chaîne de jeu, si ce n'est que si on regarde bien le score, nous sommes à 12-6, il reste en gros 18 minutes de jeu, donc on se demande dans quel sens ce match va-t-il basculer. Et là, les Rabbitohs sont encore une fois, comme sur la pénalité qui donnera la victoire à Manly, victimes de leur indiscipline
discipline sur le début des chaînes de jeu. Donc sur cette pénalité, évidemment, l'équipe de Manly qui concède la pénalité, tente la touche, deuxième phase de la pénalité. On va amorcer une très bonne gestion et avec une progression pour terminer par un très beau geste technique. Donc là, Manly se dégage. Donc c'est un essai qui quand même représente 100 mètres puisqu'on est parti de la but et ça va se finir dans la butte adverse. Donc nous voyons le Burrer dans son rôle de talonneur qui distribue le jeu. Donc on travaille la défense mais surtout on progresse. Voilà, et entre le 3e et le 4e tenu, sur cette combinaison sur le côté droit de l'attaque de Manly, le 16, Jamie Burrer, sur un crochet intérieur, efface 3 défenseurs, 1, 2, 3. Rodolphe, vous disiez, il n'y a pas que du côté de Wigan ou des Dragons qu'on manque des plaquages. Donc un intervalle très important. Sauf qu'ici, ce joueur magnifique s'arrache de ce rideau défensif, transperce tout et surtout joue à la perfection le 2 contre 1 parfait sur Thierry Evans qui va assurer l'égalité. Ce n'est pas la victoire. Parce que nous ne sommes qu'à l'égalité. Là, c'est les efforts de ce joueur qui, on le voit, même s'il décroche tout le monde, est toujours soucieux de savoir qui est sur l'intérieur, sur l'extérieur. Moi, je trouve que c'est magnifique comme comportement. Ah, oui, complètement. Là, sur ses appuis, le crochet intérieur, c'est un coup de fusil. Hein. Ah, oui, Inter, il reprend extérieur tout de suite. Voilà. Ça fait que même le défenseur intérieur, il est pris. Et puis, il est en pleine accélération. Et puis après, il a cette lucidité. C'est un cadrage. Il cadre, il est à 5 mètres du joueur. Hein. Quand il a donné le ballon, il n'est même pas touché, quoi. C'est comme quoi. Ouais, comme quoi, oui, comme quoi tout est possible. Le ballon va plus vite que l'homme. Oui, c'est ça, exactement. Toujours, il va toujours plus vite que le bonhomme, hein, le ballon. Ah, merci Louis. Merci Louis, parce qu'on a très très bien compris ce qui s'est passé dans cette action. Alors on a parlé tout à l'heure des Rabbitohs qui avaient battu les Roosters lors du match d'ouverture. Alors justement, ces Roosters, eux, recevaient un adversaire à leur mesure. Les Hills de Parramatta. Les Hills, les Anguilles. Alors nous, on espérait secrètement, Louis, la présence de Rémi Castille, le joueur des Tricolores, qui n'a pas joué. Il n'était pas dans les 17. Et il n'a pas joué ce match qui aurait été un match à sens unique. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, Louis, parce qu'ils ont très vite trouvé la mesure de ces Hills, avec notamment ce premier essai inscrit par Anthony Minicello. Oui, Rodolphe, ça a été à sens unique en deuxième mi-temps, oui. Parce qu'il s'est passé quand même quelque chose, un essai raté de très peu, juste avant la mi-temps, qui aurait pu ramener le score de 12-6. Oui, exactement. Et vous allez voir que tout allait très bien avec Tupou, Tuivasa-Sheck, les 2 flèches sur les flancs de l'attaque des Roosters. Là, ici, on voit le bon petit travail tout seul. Hein, il se les pelait tout seul, cet essai. Le joueur des Roosters. Alors, Tupou, Tuivasa-Sheck, avec Kelly Dowall, avec une paire de centres avec Michael Jennings, là, qui aura été très très bon. Là aussi, bon travail. Ouais, toujours cette volonté d'essayer de donner le ballon avant d'aller au sol, d'être pris. Mais voilà, ce qu'on aime voir dans le rugby, qu'il soit 13 ou à 15. Et on voit ici que cette conclusion est tout à fait à la hauteur. Là, Jared Waerea-Greaves, la pression défensive a fait échapper le ballon. Le pilier des Roosters qui permet de récupérer la balle. Alors là, il y a quand même eu un avertissement sans frais. Sauf que, regardez ici, après avoir bousculé la défense, l'attaque, on continue d'avancer. Daniel Tupou, qui lui gagne encore du terrain. Il est pris par Fouifoui Moi, le joueur de Parramatta. Vous aimez bien Eric avec sa coupe de chevelure abondante de Moi. En bout de ligne, allez hop, Kelly Dowall, un crochet, le soutien qui est juste à hauteur. C'est magnifique. Et tout est parti donc de la défense de Waerea-Greaves qui a donné ce carreau ici. Ping. Voilà. Le ballon est récupéré. Et puis. Il y a strike. Voilà, strike parce que là, il y a toutes les quilles qui sont tombées. Hein, juste après. Impossible de récupérer la balle. Et ce qui nous donne le score final, 56-4. Voilà pourquoi je vous parlais de match à sens unique. Mais Louis, vous aviez raison. Décidément, vous n'avez jamais tort. C'est vrai, c'est fou ça. On a beau essayer de le prendre en défaut, jamais. C'est pas possible. On ne peut pas. Oui, parce qu'il y a eu une action qui aurait pu changer la donne dans ce match. C'est celle-ci. C'est un essai qui aurait pu être marqué. Nous sommes juste avant la pause, 16-4. Le sort de ce match n'était pas encore joué. Et la passe de Jared Hayne qui ne va pas trouver preneur. Ici, on va se battre à nouveau. Hayne qui essaie de retrouver son ailier. Il est furieux, regardez Jared Hayne, il va frapper le sol. Il est tout colère, Jared Hayne, et c'est normal parce que son équipe n'a pas réussi à marquer. Dommage, vous aviez raison Louis, parce qu'elle n'était pas si loin du compte dans cette fin de première mi-temps. Alors, des images, c'est vrai, des images de garçons qui sont en colère, mais Eric et Louis, vous aimez aussi les supporters, la joie, le bonheur et les enfants. Regardez cette image d'abord, avant de vous parler du derby du Queensland, une image très sympa. Jonathan Thurston, le joueur des Cowboys, interviewé, fin de première mi-temps, il va aller au vestiaire et il se dit « Ah,
tiens, j'oublie un truc, tiens. Et si j'allais faire plaisir à une jeune fan, il va aller donner son casque. Regardez comme c'est mignon à la mi-temps. Regardez comme elle est contente, cette petite fille. Oh, super. Et pourtant, elle supporte l'équipe rivale, celle des Broncos de Brisbane. C'est chouette, ça. Ah, c'est magnifique, mais ça, on connaît Thurston, on connaît l'esprit qu'il y a autour des terrains, et puis c'est quand même le joueur d'une équipe qui va offrir le casque à une petite fille qui supporte l'équipe adverse. C'est encore plus beau. Comme quoi, le derby du Queensland aura aussi accouché de belles images, hein, ça c'est sûr, en dehors de la pelouse, parce que pour ce qui est du match en lui-même, ce fut un vrai derby du Queensland, comme on les aime dans le Sunshine State, avec rudesse et surtout avec Laurent Bideau. Regardez. Venus pour braquer leurs voisins, les Cowboys emmenés par Jonathan Thurston voulaient gâcher la fête à Brisbane. Premier derby du Queensland cette saison, première à domicile pour les Broncos. Seulement 12e l'an dernier, ils ne veulent pas décevoir et ils démarrent fort. Ben Barba croise avec Matt Gillett qui arrive lancé pour déchirer la défense du North Queensland. L'essai est transformé par Corey Parker, les Broncos mènent 6-0. Les Cowboys réagissent au quart d'heure de jeu. Discret jusque-là, Jonathan Thurston s'engouffre dans l'espace libéré par James Tamu. Essai pour Thurston qui le transforme 6 partout. Vainqueur de Canberra la semaine dernière, après avoir été mené 16-0, les Cowboys confirment qu'ils seront coriaces cette saison. Dans un match marqué par de nombreuses pertes de balles, les Broncos donnent un coup de collier juste avant la mi-temps. Josh Hoffman évite Brent Tate, passe au pied pour Daniel Vidot. Brisbane reprend l'avantage 10-6. 43e essai en 82 matchs de NRL pour Vidot, le deuxième sous ses nouvelles couleurs. Vidot venu des Dragons de Saint George Illawarra. À la pause, 4 points de retard pour l'équipe de Thurston qui enrage mais reste classe. Il offre son casque à une petite fille, apparemment supportrice des Broncos, mais ravie. Deuxième période, Thurston a trouvé un nouveau casque et les Cowboys un nouvel élan. Robert Louis choisit la voie aérienne. Kyle Felt dévie à l'intérieur pour Gavin Cooper qui aplatit et égalise à 10 partout. L'essai n'est pas transformé par Thurston. Les deux équipes sont donc à égalité après 12 minutes en deuxième période. Tenus en échec, les Broncos se crispent à l'image de Josh Maguire qui découpe Robert Louis. Un plaquage dangereux qui lui vaudra une mise sur le rapport, sa deuxième dans ce match. C'est surtout une pénalité offerte à Thurston qui donne pour la première fois l'avantage à son équipe 12-10. Au passage, le buteur n'oublie pas le fautif Maguire avec cette petite tape pour le consoler. Désarçonnés, les Broncos attendent la 75e minute pour revenir dans le match. Côté fermé, Dale Copley échappe à Thurston et sert son talonneur Andrew McCullough. 16-12 pour Brisbane. C'est peut-être l'essai de la gagne pour les Broncos qui savourent déjà la victoire. Mais attention, Jonathan Thurston va tenter un dernier tour de magie. Malgré 3 défenseurs, JT franchit la ligne. Mais l'intervention de Josh Hoffman lui interdit l'exploit. Le Suncorp Stadium peut hurler son soulagement. Les Broncos arrachent le derby et leur deuxième succès en 2 journées. La saison commence avec des sourires et aussi un petit délire dans les vestiaires où la mascotte se lâche tel un vrai petit cheval sauvage. Un Bronco indomptable, quoique. Ça vous a plu, ça, hein? Ça vous a plu. En même temps, ce pauvre cheval va finir en lasagne, hein, si ça continue dans le vestiaire du Suncorp Stadium de Brisbane. Alors, nous avons aussi une petite image à vous montrer, celle d'un sauvetage. C'est bien beau de marquer des essais, mais c'est beau aussi d'en éviter. Regardez, ça, c'était là aussi un sauvetage dans les règles. Regardez. On pense qu'il va aller marquer. Thurston, eh bien pas du tout, parce que Josh Hoffman intervient, l'ouvreur de l'équipe des Broncos. L'image est magnifique et le geste l'est tout autant. Oui, parce que ça démontre quand même la lucidité qu'ont encore ces joueurs dans une situation extrêmement tendue. Voilà. Par contre, l'arbitre, il siffle quoi derrière? Il siffle en avant. Oui. En avant, ah. Ouais, quand même. Ouais. C'était l'action défensive du jour. Hein, n'est-ce pas? Alors, nous allons reparler de ce derby du Queensland avec quelqu'un qui connaît ça mieux que personne, puisqu'il est temps pour nous de prendre la direction du Queensland. Retrouvez notre envoyé spécial permanent, Laurent Garnier. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour les amis, ça va très bien, merci. Vous allez bien Laurent, je sais qu'il est tard pour vous. Merci une fois de plus d'être en direct avec nous depuis Brisbane. Alors on a vu que dans ce derby du Queensland, il y a un homme qui a plané sur ce match, c'est Jonathan Thurston. Déjà la semaine dernière, on va revoir une image, c'était face à Canberra, il avait été au-dessus du lot. Il l'a été également face aux Broncos. Regardez, cette image, c'était face aux Raiders de Canberra. Hop, tout le monde a tourné le dos, pénalité jouée vite à la main. Et ce vieux bandit de Jonathan Thurston, hop là, tu le vois le ballon, tu le veux, tu l'auras pas.
hop, la feinte du facteur, la feinte de l'œil, tout est là-dedans, dans 2-3 gestes, 2-3 appuis. Terminé. Ouais, puis il a des cannes, enfin, c'est la vitesse aussi. Hein, parce qu'il le fait, ça donne l'impression qu'il le fait ralenti, mais ça va très vite. Là, au moins que les défenseurs, ils n'arrivent pas à revenir. Oui, le truc, c'est que tout le monde a envie de faire ça. Encore faut-il le faire. Avoir l'idée, c'est une chose. Avoir les moyens de le faire, ça est évidemment une autre. Alors, est-ce qu'il a été aussi tranchant, Thurston, face à l'équipe des Broncos, mon cher Laurent? Comment l'avez-vous trouvé? Le virtuose Thurston s'est exprimé, mais le problème c'est que ça n'a pas suffi, car en rugby à 13 comme en rugby à 15, si le paquet de devant, le paquet d'avant ne domine pas les joueurs qu'ils ont en face, on peut avoir même le meilleur joueur du monde, le meilleur meneur de jeu du monde, ça ne suffit pas, et ça n'a pas suffi. Alors on sait que ce derby du Queensland, c'est une affaire de fierté et on sait que chaque année, on se bat pour sortir avec le résultat. Les Broncos ont confirmé, Laurent, qu'ils étaient cette année sur une très bonne série et qu'ils ont peut-être l'occasion de sortir du cauchemar de la saison passée où, rappelons-le, ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs. Oui, c'est là le danger pour le coach. Absolument qualifier l'équipe dans le top 8 cette année. Et c'est un peu de regarder cette année dans les deux premières journées, les deux équipes qui sont première et deuxième, ce sont des équipes qu'on prédisait complètement perdues au début de l'année. Donc oui, les Broncos sont sur une bonne espérance que ça va durer. Ouais. On n'a pas très bien entendu ce que vous avez dit sur la fin, mais si je résume en substance, ils sont sur les bons rails en comparaison effectivement avec la saison de l'année passée. Laurent, il y a là aussi un garçon qui vient du Queensland, mais qui a une fois de plus mouillé le maillot pour l'équipe du Storm de Melbourne. C'est Cameron Smith, le capitaine de l'équipe d'Australie, qui va prolonger son séjour dans l'État de Victoria. Oui, Cameron Smith, le Queenslander qui désormais se sent plus victorien et de Melbourne. Il est arrivé à Melbourne à l'âge de 17 ans alors qu'il était encore junior en provenance des North Devils de Queensland Cup. Les North Devils qui sont ici à Brisbane étaient le club réserve de Melbourne Storm à l'époque, il y a 13 ans. Et donc je pense que c'est une très bonne pioche pour le Melbourne Storm, oui. Oui, c'est une bonne pioche, évidemment, pour celui qui finalement va devenir l'homme d'un seul club, parce que de mémoire, Laurent, je crois qu'il est arrivé à 17 ans chez le Storm de Melbourne. Oui, il est arrivé à 17 ans, il fera 31 ans cette année, donc il a presque passé la moitié de sa vie à Melbourne. Il a 3 enfants, il s'est marié à Melbourne, il se sent maintenant très bien dans ce club, il y a eu beaucoup de hauts. Il y a eu des bas qui ont été très bas avec le salary cap scandale. Et c'est bien de voir un honnête homme comme Cameron Smith finir sa carrière avec un seul club, les Storm. Ouais, c'est vrai que c'est une denrée rare, hein, le garçon qui reste toute sa vie dans le même club. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous en direct de Brisbane. On vous retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. Merci, Laurent. On a vu que l'équipe du Storm de Melbourne disputait un match, elle aussi important. Regardez les résultats de cette NRL, des résultats où l'on va justement voir que l'équipe des Broncos est venue à bout des Cowboys, que l'équipe du Storm, elle, une fois de plus, a gagné. Rick Erak, mais a gagné face à Penrith, dont il faudra se méfier. La Gold Coast a été écrasée par les Tigers. Important de voir que les Tigers relèvent la tête cette saison. La victoire des Raiders de Canberra face à Newcastle, 26-20. Ça, c'était il y a à peine quelques minutes. Et bien sûr, la victoire des Seagulls, on l'a vu en image, face à l'équipe de South Sydney. Canterbury et Cronulla se retrouveront dès ce lundi. Le classement donc à l'issue de cette deuxième journée. St. George Illawarra devant, c'est pas mal. Les Dragons de St. George, Brisbane, Melbourne, Roosters, Penrith. Et dans la deuxième partie du classement, on retrouve donc des équipes pas forcément habituées à se retrouver dans cette position. Je pense notamment aux Bulldogs de Canterbury, déjà 15e, Newcastle, Parramatta et Manly, qui pour l'instant n'a pas encore accroché une place de qualifié. Il est tourné. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Bertrand Béguet, Vincent Pochulu, Laurent Bidot, Faucine Seigne, Alexandre Regnoux, Pierre Pascal, notre assistant réalisateur, Frédéric Côté, notre réalisateur, et toutes les équipes techniques de beIN Sport. Nous nous donnons rendez-vous dès dimanche prochain à 11h en direct pour un nouveau Rugby Pack. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!